Dans l'après-midi du 13 avril 1945, un jour après la mort soudaine de Franklin Roosevelt, un petit groupe d'officiers de l'armée se rassembla nerveusement dans les couloirs de la Maison-Blanche. Ils étaient venus informer le nouveau président Harry S. Truman de la situation en Europe, les derniers jours de la guerre, l'effondrement des défenses nazies et les mouvements de l'armée rouge à travers le continent. Et si chacun des officiers savait que l'exposé porterait sur la stratégie, la logistique et la diplomatie, il y avait un sujet sur lequel ils s'attendaient à ce que le président pose immédiatement des questions, le général George S. Patton. Même à Washington, loin des champs de bataille européens, le nom de Patton inspirait à part égale admiration, controverse et anxiété. Ses victoires étaient indéniables, son tempérament l'était tout autant, et sa capacité à électriser les troupes allait toujours de pair, avec un talent certain pour inquiéter la classe politique. Patton était l'un des commandants de champs de bataille les plus brillants que les États-Unis aient jamais produits. Mais c'était aussi un homme qui parlait plus vite que Washington ne pouvait le contenir. Avant d'aller plus loin, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo dans le monde. Et si vous appréciez ce type de contenu, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Truman, encore sous le choc de son nouveau rôle, entra dans la salle du cabinet et prit place. Il écouta attentivement, pendant que les généraux le mettaient au courant. L'Allemagne était proche de l'effondrement. Les forces alliées convergeaient vers la Bavière, et des milliers de soldats américains se préparaient à ce que tous supposaient être l'assaut final. Puis Truman posa la question qu'ils attendaient. Quelle est la position du général Patton dans tout cela? Ce fut le début d'une relation qui allait définir l'une des tensions les plus discrètes, mais aussi les plus lourdes de conséquences de la présidence Truman. Une relation enracinée non seulement dans des questions de personnalité, mais dans deux visions fondamentalement différentes de ce que signifiait le leadership dans le monde fragile qui émergeait de la guerre. Les officiers échangèrent des regards avant de répondre. L'un d'eux finit par parler. « Monsieur le Président, le général Patton reste agressif dans sa pensée opérationnelle. Il estime que les Allemands sont vaincus, mais il est préoccupé par les intentions soviétiques. » Truman hocha la tête. On l'avait informé de Staline des zones d'occupation soviétique des derniers accords conclus par Roosevelt à Yalta. Mais entendre le nom de Patton associé à des inquiétudes concernant les soviétiques, les mêmes alliés avec lesquels l'Amérique avait combattu pendant des années, était tout autre chose. Truman se renversa légèrement sur sa chaise et demanda davantage de détails. L'officier poursuivit. « Le général a exprimé l'opinion que nous pourrions devoir nous préparer à des difficultés avec les Russes plus tôt que prévu. » Truman arqua un sourcil. « Des difficultés. La guerre n'est même pas terminée. » L'officier hésita. « Le général Patton pense que la paix ne tiendra pas, monsieur. » Cette phrase resta suspendue dans l'air comme une cloche d'alarme. Dans les jours qui suivirent la mort de Roosevelt, Truman absorbait plus d'informations qu'aucun homme n'aurait pu y être préparé. Il apprit l'existence de la bombe atomique, d'accords secrets que Roosevelt ne lui avait jamais révélés, de l'équilibre fragile entre les Alliés. Et maintenant, il entendait que l'un des commandants américains les plus célèbres pensait déjà au-delà d'Hitler vers la prochaine confrontation. Truman ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de dire « J'aurais besoin de plus d'informations sur la façon de penser de Patton. » Mais la vérité était celle-ci. Il soupçonnait déjà qu'il y aurait un problème. Truman admirait la discipline. Il admirait la loyauté. Il admirait la clarté. Patton incarnait toutes ces qualités, mais d'une manière que Truman jugeait dangereuse en dehors de la guerre. La discipline de Patton était absolue sur le champ de bataille, mais flexible face à la hiérarchie.
Sa loyauté était farouche, mais dirigée davantage vers ses soldats que vers toute autorité politique. Et sa clarté si efficace en temps de guerre risquait de déstabiliser la paix fragile dont Truman avait hérité. Le président n'avait pas encore formé une opinion sur Patton en tant qu'homme, mais il formait déjà une opinion sur Patton. Les jours passèrent. L'Allemagne se rendit. Truman s'adressa à la nation. Des célébrations éclatèrent à travers les États-Unis, alors que la guerre en Europe prenait officiellement fin. Mais en coulisses, les conseillers de Truman l'avertissaient déjà que le paysage de l'après-guerre serait plus complexe que ne le suggéraient les défilés de la victoire. Et au cœur de cette complexité se trouvaient des hommes comme Patton et Ross du champ de bataille, dont les instincts ne se traduisaient pas facilement en occupation, reconstruction ou diplomatie. En mai 1945, Truman lut enfin l'intégralité du dossier personnel de Patton. C'était une épaisse compilation d'évaluations, de décorations, de plaintes, de victoires, de controverses et de déclarations allant du visionnaire à l'incendiaire. Truman lut page après page en silence. Il y vit le génie, l'audace, la maîtrise opérationnelle. Il vit l'incident de la gifle. Il vit les inquiétudes exprimées par l'état-major de l'armée. Il vit les déclarations publiques qui avaient déjà causé tant de maux de tête à Roosevelt, mais Truman n'était pas Roosevelt. Là où Roosevelt avait appris à tolérer Patton, Truman abordait ces questions avec une froideur pragmatique. Lorsqu'il eut terminé sa lecture, il dit à un aide « Un homme peut gagner une guerre et pourtant ne pas savoir gérer la paix. » Pourtant, il n'intervint pas. Pas encore. Truman voulait observer Patton selon ses propres critères. Le général servait désormais sous les ordres d'Eisenhower au sein de l'administration d'occupation. Truman recevait des recommandations, des rapports et des conseils venus de tous les coins de Washington, mais il préférait toujours juger le caractère par lui-même. Il attendit donc. Le premier signe direct de difficulté apparut au début du mois de juin, lorsque Truman reçut un télégramme résumant l'un des commentaires de Patton à la presse. Patton avait remis en question la sévérité du processus de dénazification, suggérant que de nombreux administrateurs allemands étaient nécessaires au fonctionnement des gouvernements locaux, y compris certains ayant été membres du parti nazi. Truman posa lentement le télégramme. Écarter les anciens nazis de toute autorité n'était pas simplement une politique. C'était le fondement même de la légitimité alliée en Allemagne, occupée. Toute défiation risquait de miner la base morale de l'ensemble de l'effort de reconstruction d'après-guerre. Il appela son officier de liaison militaire. Le général Patton comprend-il les implications de ce qu'il dit? L'officier hésita. Monsieur le général Patton comprend les implications. Il est simplement en désaccord avec elles. Ce fut le premier moment où Truman ressentit quelque chose de plus profond qu'une simple inquiétude. Cela ressemblait à une collision imminente. Les semaines passèrent. Truman tint des réunions. Il supervisa la fondation des Nations Unies. Il reçut des mises à jour sur l'opération Downfall, l'invasion prévue du Japon. Il subit les pressions du Congrès, les exigences des Alliés et le flot constant de signaux diplomatiques en provenance de Moscou. Mais tous les quelques jours, sans exception, un nouveau mémo arrivait sur son bureau avec le nom de Patton. Certains étaient mineurs. D'autres faisaient état de conflit avec des administrateurs. Quelques-uns évoquaient des échanges tendus avec des responsables britanniques. Mais un mémo rédigé à la fin du mois d'août fit Truman se redresser sur sa chaise. Il résumait des propos que Patton avait tenus en privé lors d'un briefing d'état-major en Bavière.
des propos suggérant que les États-Unis pourraient à terme devoir se préparer à une confrontation avec l'Union soviétique et que l'Allemagne pourrait devenir un allié nécessaire dans cette confrontation. Truman referma le dossier. Il regarda par la fenêtre. Il comprit la gravité de ce qu'il venait de lire. Il ne s'agissait plus d'un simple désaccord de Patton avec la politique officielle. Il s'agissait de Patton articulant ouvertement une vision de l'Europe qui contredisait l'ensemble du cadre allié. Truman n'appela pas Patton. Il n'envoya pas de réprimande. Il attendit l'évaluation d'Eisenhower. Elle arriva 5 jours plus tard. La lettre d'Eisenhower était mesurée, diplomatique et prudente, non pas parce qu'Eisenhower craignait Patton, mais parce qu'il respectait Truman et voulait être juste. Il expliquait que les succès de Patton sur le champ de bataille restaient inégalés, mais que ses déclarations sur les Allemands et les Soviétiques devenaient une distraction. Plus importante encore, elles sapaient la cohésion alliée. Truman lut la lettre 2 fois. Il ne répondit pas immédiatement. Il la posa simplement sur son bureau et posa la main sur la couverture. Il resta ainsi près d'1 minute immobile et silencieux. Il comprenait ce qu'Eisenhower sous-entendait. Patton devenait intenable, non par manque de courage, ni de génie, ni de patriotisme, mais parce que Patton incarnait le monde tel qu'il avait été violent, immédiat, décisif, tandis que Truman était responsable du monde qui devait désormais être construit. Cette différence était immense et irréconciliable. Pourtant, Truman hésitait encore à agir. Il se sentait responsable non seulement de la stabilité de l'Europe, mais aussi de l'équité. Il avait besoin de savoir ce que Patton comptait faire. Il avait besoin de clarté. Il avait besoin de contexte. Il demanda donc des communications privées par des canaux officieux, des rapports détaillés d'officiers, travaillant directement avec Patton, des résumés de réunions des évaluations de son tempérament et des analyses de sa volonté ou de son refus de s'aligner sur l'autorité civile. Les schémas étaient indéniables. Patton n'était pas déloyal. Patton n'était pas insubordonné. Patton était simplement incompatible avec le type de paix que Truman devait construire. C'est à ce moment-là que l'ironie devint évidente. Truman admirait Patton plus que quiconque ne le soupçonnait. Il admirait son courage, il admirait sa conviction, il admirait son refus de plier lorsqu'il croyait qu'une chose était injuste. Mais Truman comprenait aussi quelque chose que Patton n'avait jamais eu à affronter. Un monde d'après-guerre pouvait s'effondrer plus vite qu'un monde en guerre. Et les instincts d'un seul homme, même des instincts brillants, pouvaient tout faire voler en éclats. En septembre 1945, le conflit intérieur de Truman atteignit son point culminant. Les conseillers pressaient d'agir. Les diplomates mettaient en garde contre les conséquences. Les Britanniques réclamaient la stabilité. Les Soviétiques guettaient le moindre signe de faiblesse. L'Europe vacillait au bord de la famine et des troubles politiques. Et Patton, au milieu de tout cela, continuait de parler avec la clarté d'un homme qui ne voyait que les problèmes immédiats sans percevoir la corde diplomatique tendue sur laquelle Truman avançait. Le point de rupture ne vint pas d'une seule déclaration. Il vint d'un schéma, un schéma que Truman ne pouvait plus ignorer. Et lorsque Eisenhower envoya finalement une recommandation officielle pour le retrait de Patton-Truman, reconnut la vérité à laquelle il résistait depuis des mois. Il accepta. La décision mettrait fin au commandement opérationnel de Patton. Elle mettrait fin à son influence en Allemagne. Elle mettrait fin à toute possibilité de réconcilier deux visions du monde qui ne pouvaient coexister.
et elle mettrait fin à autre chose encore, quelque chose que Truman n'avait jamais formulé à voix haute son admiration. Truman ne répondit pas immédiatement. Il le faisait rarement. Son instinct était de rassembler, d'écouter, d'absorber. Mais à mesure que d'autres rapports arrivèrent, certains décrivant la frustration de Patton face à la politique d'occupation, d'autres détaillant l'impatience croissante des responsables alliés, Truman commença à former une opinion qu'il ne mettrait jamais directement en mots. Il respectait le courage de Patton. Il admirait sa clarté sur le champ de bataille. Mais il croyait aussi que toute grande force mal placée devenait un handicap. Aux yeux de Truman, le génie de Patton avait été forgé pour un moment qui n'existait plus. Pendant ce temps, l'Europe se transformait de semaine en semaine. Les procès de Nuremberg étaient en cours. Le Conseil de contrôle allié se réunissait sans fin pour décider de tout, de la stabilisation monétaire au rationnement alimentaire. Les attitudes soviétiques se durcissaient et les diplomates américains avertissaient que chaque faux pas serait exploité par Moscou à des fins de propagande. Patton voyait ces évolutions avec les yeux d'un commandant entraîné à anticiper la prochaine attaque. Truman les voyait avec les yeux d'un homme chargé d'empêcher la prochaine guerre. Cette différence, subtile au début puis écrasante, devint le fondement de l'inquiétude croissante de Truman. Il ne détestait pas Patton, mais il craignait les conséquences de ses instincts. À la mi-septembre, Truman rencontra en privé plusieurs conseillers de haut rang. Ils décrivirent en détail comment les propos de Patton sur les anciens responsables nazis circulaient désormais à travers l'Europe. L'un expliqua que les journaux soviétiques utilisaient déjà des extraits de ces déclarations pour affirmer que l'Amérique n'avait aucune intention réelle de démanteler le fascisme. Un autre souligna que les responsables français, déjà en difficulté pour stabiliser leur gouvernement d'après-guerre, craignaient que les propos de Patton ne sapent l'unité alliée. Un troisième avertit que les dirigeants britanniques, confrontés à leurs propres responsabilités d'occupation, estimaient que Patton mettait en péril leurs efforts pour maintenir la confiance des civils. Truman écouta sans interrompre. Il tapota légèrement son crayon contre le bloc-notes, devant lui le même geste qu'il faisait lorsqu'il pesait des décisions aux conséquences majeures. Finalement, il posa une seule question. Patton aide-t-il la mission ou lui nuit-il? La pièce devint silencieuse. La réponse non formulée, mais indéniable, marqua le début de la fin. Patton, de son côté, sentit le changement, bien avant l'arrivée de tout ordre officiel. Il remarqua que certaines réunions ne l'incluaient plus. Il constata que des directives qu'il avait autrefois façonnées étaient désormais rédigées sans sa contribution. Il observa qu'Eisenhower, dont il chérissait profondément l'amitié, lui parlait avec la retenue prudente d'un commandant évoluant sur un terrain politique délicat. Pour Patton, le problème était simple. Il croyait avoir raison. Il croyait que la dénazification, telle qu'elle était rédigée, était impossible à appliquer sans paralyser l'administration allemande. Il croyait que les Soviétiques profitaient de l'hésitation alliée. Il croyait que l'Allemagne devait être reconstruite rapidement, intelligemment, avec l'aide de civils compétents, quelles que soient leurs affiliations passées. Mais la certitude de Patton d'avoir raison n'avait d'égal que son incapacité à modérer sa manière de s'exprimer. Il parlait comme il commandait directement avec force, sans se soucier des répercussions diplomatiques. Truman comprenait l'intention. Mais Truman ne pouvait accepter l'impact. Lors d'un moment particulièrement tendu, un télégramme classifié parvint à Washington, décrivant comment Patton avait qualifié certaines directives politiques alliées de l'œuvre de gens qui n'avaient jamais été
plus près d'un champ de bataille qu'une machine à écrire. Les propos se répandirent rapidement, atteignant Londres en quelques heures. Des responsables britanniques contactèrent le personnel de Truman pour exiger des explications. Truman lut le télégramme, le posa de côté et resta longtemps à regarder par la fenêtre du bureau ovale. En privé, il partageait certaines parties de l'analyse de Patton. L'occupation était effectivement complexe. Beaucoup de rédacteurs de politique n'avaient jamais vu le combat. Beaucoup avaient sous-estimé la difficulté de reconstruire l'Europe, mais Truman savait aussi que toutes ces critiques, si elles étaient exprimées publiquement, sans filtre, et attribuées à un homme du rang de Patton, pouvaient fissurer l'alliance qui maintenait l'Europe unie. Patton croyait qu'il dissipait la confusion. Truman croyait que Patton l'aggravait. À la fin du mois de septembre, l'écart entre eux devint irréversible. Eisenhower se rendit à Washington pour des réunions avec Truman et les chefs d'état-major interarmés. Lors de leur entretien privé, Eisenhower parla avec prudence mais franchise. Il évoqua la loyauté de Patton, son génie, son parcours sur le champ de bataille, mais aussi son imprévisibilité, son refus de s'adapter et la difficulté croissante de justifier ses propos auprès des partenaires alliés. Truman posa à Eisenhower une question qu'il n'avait posée à personne d'autre. S'il reste à son poste, la mission en souffrira-t-elle? Eisenhower marqua une pause, puis hocha la tête. C'était tout ce dont Truman avait besoin. Il ne se réjouit pas de cette clarté. Il ne savourait pas l'autorité. Mais il comprenait ce que le moment exigeait. Pourtant, une pensée le troublait profondément. Que deviendrait Patton? Après cette décision, Truman ne voulait pas l'humilier. Il ne voulait pas ternir son héritage de guerre. Il ne voulait pas que les journaux transforment sa réaffectation en spectacle. Il ordonna donc à son équipe d'agir discrètement, avec dignité, avec le même respect qu'il avait toujours témoigné à chaque soldat tombé qu'il honorait. Patton reçut l'ordre sans théâtralité. Ceux qui étaient présents décrivirent sa réaction comme maîtrisée mais tendue. Il hocha la tête, se leva et dit simplement « Très bien ». Mais ceux qui le connaissaient bien remarquèrent le changement. Pour la première fois depuis des années, Patton n'avait plus d'endroit où diriger son énergie. Pas de campagne, pas de champ de bataille, pas d'ennemis à déjouer. Il avait été façonné pour un monde de mouvement et d'élan. Il se retrouvait désormais dans un monde qui exigeait patience et retenue. Il écrivit à son épouse Béatrice qu'il se sentait comme un violoniste dont on aurait coupé toutes les cordes. À Washington, Truman lisait les rapports sur la réaffectation de Patton avec une lourdeur qui le surprenait lui-même. Il avait déjà pris des décisions difficiles concernant les armes, les alliances, les occupations et la fin même de la guerre. Mais écarter Patton du commandement avait un poids particulier. Cela semblait personnel, même si ça ne l'était pas. Cela ressemblait à la fin de quelque chose de nécessaire, même si Truman aurait souhaité qu'il en soit autrement. La vérité était simple et douloureuse. Truman respectait Patton. Il l'admirait. Mais il ne pouvait pas lui permettre de façonner la paix. Pas à ce moment-là. Pas dans ce monde fragile. Pas avec l'histoire observant de si près. Ce que Truman ressentait pour Patton n'était pas de la haine. C'était quelque chose de bien plus difficile. C'était la reconnaissance de la grandeur des limites et des conséquences qui surgissent lorsque les deux entrent en collision. Et cette reconnaissance, plus que la colère ou la déception, mit fin à tout dans les dernières semaines de 1945, alors que l'hiver s'installait sur l'Europe et que Washington se préparait à une ère nouvelle et incertaine. Harry Truman se surprit à réfléchir au général George S. Patton avec un mélange d'admiration, de regret et de tristesse
inexprimée. Pendant des mois, il s'était débattu avec une question que peu comprenaient: que fait-on d'un génie qui ne correspond plus au monde qu'il a contribué à créer? La guerre avait eu besoin de Patton. La paix ne pouvait pas le contenir. Au moment où Truman approuva la réaffectation de Patton, la décision semblait inévitable. Mais même les décisions inévitables ont un poids. Et à mesure que les télégrammes arrivaient rapportant les déplacements de Patton, ses propos, sa frustration croissante, Truman ressentit la lourdeur de voir un homme fait pour le feu, contraint de marcher dans les cendres. La mort de Patton, en décembre, frappa Truman plus durement que quiconque ne l'aurait imaginé publiquement. Non parce qu'ils avaient été proches, ils ne l'avaient pas été, mais parce que Truman comprenait ce que signifiait être incompris. Il comprenait ce que cela voulait dire de mener des batailles privées que le public ne verrait jamais. Et il comprenait que malgré tout, Patton avait été l'un des instruments les plus affûtés que l'Amérique ait jamais manié. Dans les mois qui suivirent, la disparition de Patton Truman s'efforça de penser à lui non pas en termes de controverse, mais en termes de contribution. Il se souvenait de la rapidité de l'avance, en Lorraine, de l'audacieuse percée à travers la France, du soulagement de Bastogne, de la manière dont la seule présence de Patton pouvait relever le moral de soldats épuisés. Truman, qui s'était senti mal préparé à la présidence, trouva quelque chose de profondément familier dans la volonté de Patton, de foncer en avant, même lorsque la clarté faisait défaut. Pourtant, Truman connaissait aussi la vérité que l'histoire finirait par consigner. Les instincts de Patton n'étaient pas erronés. Ils étaient simplement incompatibles avec le monde que Truman tentait de construire. Au début de l'année 1946, alors que la structure de l'ordre d'après-guerre commençait à prendre forme, Truman perçut enfin toute l'ampleur du nouveau conflit qui se profilait, celui contre lequel Patton avait mis en garde et que beaucoup à Washington hésitaient encore à reconnaître. La pression soviétique en Europe de l'Est s'intensifiait. La Pologne se resserrait sous l'emprise de Moscou. La transformation politique de la Roumanie s'accélérait. Les dirigeants de l'opposition bulgare disparaissaient. Truman ne pouvait plus balayer ces évolutions comme de simples instabilités naturelles de l'après-guerre. Elles étaient coordonnées intentionnelles, stratégiques. Il se souvint alors d'un mémo que Patton avait rédigé quelques semaines avant sa réaffectation, un document que Truman avait lu puis mis de côté. Patton y soutenait sans détour que l'Allemagne devait être stabilisée rapidement afin d'empêcher l'expansion soviétique. À l'époque, Truman avait considéré ce mémo comme une simplification excessive. Désormais, il y voyait des éléments de clairvoyance, non une solution, mais un avertissement. Truman n'adopta pas la vision du monde de Patton, mais il en absorba l'urgence. Ce glissement subtil, ce moment où Truman commença à voir l'Europe non seulement comme un continent en ruine, mais comme un continent en danger, façonna chacune des grandes décisions qui suivirent la doctrine Truman, le plan Marshall, les origines de l'OTAN et l'engagement à résister à l'expansion autoritaire partout où elle apparaîtrait. En ce sens, l'influence de Patton perdura au sein de la présidence Truman, d'une manière que le général ne connut jamais, non pas dans des politiques directes, ni dans la stratégie, mais dans la reconnaissance que la paix, si elle était laissée sans surveillance, pouvait devenir le terreau de la prochaine crise mondiale. Au printemps 1946, Truman parla plus ouvertement en privé de la menace soviétique. Il demanda à ses conseillers de se préparer à une confrontation idéologique de long terme, et non à un simple désaccord temporaire entre alliés de guerre. Il rejeta la croyance encore défendue par certains diplomates de l'ère Roosevelt, selon laquelle la coopération reprendrait naturellement. Le monde avait changé, et Truman
n'essayait plus de préserver une paix fragile. Il tentait de défendre un avenir en construction. Patton aurait-il approuvé l'évolution de la vision du monde de Truman? À certains égards, oui. Patton aurait vu dans la fermeté de Truman une réaction tardive mais nécessaire. Il aurait considéré les premières politiques de la guerre froide comme la confirmation de ses avertissements. Mais il aurait rejeté les moyens employés. Il aurait prôné la force plutôt que la diplomatie, la confrontation plutôt que l'endiguement. Truman le savait, et cette certitude renforça la nécessité de leur rupture. L'Amérique avait besoin de clarté, non d'escalade. Elle avait besoin de force, sans instabilité de conviction, sans volatilité. Et Truman, quels que soient ses doutes privés, croyait avoir trouvé cet équilibre. En mai 1946, Truman reçut une demande visant à fournir une allocution pour une cérémonie commémorative honorant les commandants américains du théâtre européen. Bien qu'il ne pût s'y rendre en personne, il prépara une déclaration écrite. Il y rendait hommage aux chefs militaires qui avaient mis fin à la tyrannie en Europe et distinguait certains généraux pour leur leadership sans égal dans les moments décisifs de la guerre. Patton y était mentionné de manière notable, mais Truman ajouta à son texte quelque chose d'inhabituel, quelque chose que ses collaborateurs lui suggérèrent de retirer, mais qu'il conserva. Il écrivit « L'histoire n'exige pas seulement la victoire, mais la compréhension de ce que la victoire requiert une fois les batailles gagnées. » Ce n'était pas une référence directe à Patton. C'était une réflexion sur le monde que Patton avait anticipé, sans pouvoir le façonner, et sur le monde que Truman avait hérité, sans pouvoir l'ignorer. À l'été 1946, Truman visita plusieurs bases militaires à travers les États-Unis. Lors de l'une de ces visites, un jeune soldat l'aborda et lui demanda sans détour si le général Patton avait été traité injustement. La question le surprit. Peu de gens s'adressaient avec une telle franchise à un président. Truman marqua une pause, puis répondit « Le général Patton s'est battu pour ce pays, avec toute la force dont un homme est capable. Je le respectais alors, et je le respecte encore aujourd'hui. Parfois, les décisions les plus difficiles ne concernent pas ce qu'un homme mérite, mais ce que le monde exige. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une reconnaissance publique de la fracture par Truman. À mesure que la guerre froide se durcissait en 1947 et 1948, les politiques de Truman commencèrent à façonner une Europe divisée. La doctrine Truman proclama l'engagement des États-Unis à défendre les nations libres. Le plan Marshall reconstruisit les économies qui autrement auraient pu tomber sous l'influence soviétique. L'OTAN formalisa une alliance militaire destinée à contrebalancer l'expansion soviétique. Patton n'était plus là à ce moment-là, mais l'urgence qu'il avait exprimée, l'urgence qui avait autrefois alarmé Truman, résonnait désormais dans chaque discussion stratégique. En 1949, alors qu'il préparait des notes pour un discours sur la reconstruction européenne, Truman relut plusieurs documents de la période de guerre. Parmi eux se trouvait un ancien rapport résumant les vues de Patton sur l'Allemagne d'après-guerre. Le document était fougueux, imprécis, excessivement agressif, et pourtant, en son cœur, il reflétait une crainte que Truman partageait désormais la paix, ne tiendrait pas si l'Amérique n'aidait pas activement à la maintenir. Truman referma le dossier et le plaça au sommet de sa pile. Au cours des années suivantes, Truman mentionna rarement Patton par son nom, sauf lorsqu'on l'y invitait. Leur relation avait été trop complexe, trop marquée par les malentendus, trop profondément façonnée par les pressions de 1945. Mais lorsqu'il parlait de Patton, Truman choisissait ses mots avec soin.
Il ne le critiquait jamais. Il ne revenait jamais sur leur conflit. Il honorait au contraire le général comme l'un des plus grands chefs de bataille de l'histoire américaine. En privé cependant, Truman confia quelque chose à un Ned en 1951, au plus fort de la guerre de Corée. Ned lui demanda s'il pensait que Patton avait eu raison au sujet de la menace soviétique. Truman répondit sans hésiter. Patton voyait l'orage, mais il ne voyait pas le coup qu'aurait représenté le fait de l'arrêter trop tôt. Cette phrase simple, mesurée, sans emphase, capturait toute l'essence de leur conflit. Patton croyait que le monde devait agir avant que le danger ne grandisse. Truman croyait que le monde devait comprendre le danger avant d'agir. Les deux instincts étaient nécessaires. Les deux ont façonné l'histoire, mais un seul pouvait gouverner une nation. En 1953, peu après avoir quitté ses fonctions, Truman visita la bibliothèque Truman pour une réunion de travail. Un historien étudiant le commandement en temps de guerre lui demanda ce qu'il pensait réellement de Patton. Truman esquissa un léger sourire. « Un homme d'un courage immense, dit-il. Un homme qui voulait sauver le monde de la seule manière qu'il connaissait. » Il fit une pause, puis ajouta doucement « Et s'il avait vécu, il aurait compris que le monde que nous avons bâti avait autant besoin de lui que la guerre qu'il a contribué à gagner. » Ce n'était pas de la flatterie, c'était une reconnaissance. Truman croyait que Patton avait eu raison sur le danger, mais tort sur le remède. Patton croyait que Truman avait été trop prudent, mais n'avait jamais douté de son patriotisme. Leur conflit n'avait pas mis fin à tout. Il avait façonné tout la paix, les politiques, le monde, qui émergea des ruines de 1945. En fin de compte, l'histoire de Truman et de Patton n'est pas celle d'adversaires. C'est l'histoire de deux hommes placés au carrefour de l'histoire. L'un forgé dans les feux de la guerre, l'autre chargé de l'aube fragile de la paix. L'un voyait clairement le danger, l'autre apprit à y faire face. Et ensemble, bien que séparés par le tempérament, la stratégie et le temps, ils contribuèrent à façonner le monde que nous héritons aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion dans les commentaires. Et si vous souhaitez découvrir davantage d'histoires vraies, issues des recoins cachés de l'histoire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne.